Lors d'un point de presse conduit du 19 au 22 septembre dernier, qui s'est achevé par une conférence de presse, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a fait un rapport de 74 projets routiers en cours au Cameroun, en rappelant la date de livraison de certains travaux fixés pour le 31 décembre de l'année en cours. Il s'agit là d'au total 419,132 km de routes à construire, 4 de la route Baganté-Fumbot, Bamendim-Galim, à Konkam-Batouri et les voies de raccordement de l'autoroute Yaoundé-Douala. Après la revue des projets routiers, le ministre des Travaux publics rappelle l'entreprise de construction Bofas à l'ordre. Elle a été sommée de se mobiliser pour le maintien de la circulation, puis pour l'achèvement des travaux. Les défaillances de l'entreprise Bofas, en charge des travaux de construction de la route Essé-Soin, s'observent au travers des trafics routiers constants sur cet axe. Une forte dégradation liée à la fréquence régulière des pluies. L'entreprise a été interpellée à plusieurs reprises par le ministre des Travaux publics au respect des clauses contractuelles qui prévoient le maintien de la circulation et l'entretien de la route existante en toute saison durant l'exécution des travaux. D'après le chronogramme du projet, la fin des travaux de construction de la route Essé-Soin est prévue pour cette année 2023. Un objectif freiné par l'entreprise Bofas et une mobilisation peu cohérente de ses équipes sur le terrain. L'avancement financier du projet est estimé jusqu'à présent à 51% pour un avancement physique des travaux de 61,9%. Le réseau routier joue un rôle important dans l'économie des pays et l'état de son infrastructure est par conséquent capital pour les déplacements et la mobilité. Si les axes routiers ne sont pas entretenus, elles peuvent jouer sur les coûts d'exploitation, les taxes routières, l'économie, l'activité commerciale et mettre en question la fiabilité des services de transport. L'axe routier Hawaï et Sessoa, dont les travaux de construction ont été lancés depuis 2016, devrait être livré au bonheur des populations dans les brefs délais, selon le ministre des Transports publics Emmanuel Nganou Djoumessi. The Minister of Public Health, Manauda Malachi, made an unannounced visit to health centers and clinics in Douala to ensure that the health centers are operating legally and meeting the required standards of care and safety. This was done on the sidelines of the inauguration of the Hemodialysis Center at the Lakentini Hospital on September 29, 2023. He began his journey at the Bethel Medical Center, visibly clandestine, located in the Nilon Health District of Dhaka in Douala. The findings reveal a number of serious shortcomings, the discrepancy between the administrative documents submitted and the status of the promoter, stating that his health facility is owned by a religious association. With all things considered, this center does not have legal authorization to operate. The minister invited the promoter of the said center to take appropriate measures to comply with the regulations in force. Manauda Malachi continued his unannounced visit to Poitiers Polyclinic. He identified a number of shortcomings, both in terms of administrative documents and the situation of the public service doctors working there. The category requested was a clinic at the time of the application for authorization to operate, but is not in compliance with the care provided. The minister asked the promoter to comply with the care offered by a clinic to stop any service that does not correspond to this category and to be accompanied by the regional public health delegation of Littoral to get in line with the regulations. The Trust Care Medical Center was less fortunate as it was simply sealed off due to a number of shortcomings. According to the law on the organization and functioning of health services in Cameroon, it outlines the requirements for health centers to operate legally. Some of these requirements include obtaining the necessary licenses and permits, meeting certain standards of care and safety, and complying with professional standards and codes of conduct. The law also establishes penalties for health centers that operate illegally or fail to meet these requirements. It is important for hospitals to operate legally in order to ensure that patients receive safe, effective and high-quality care. By complying with legal standards and regulations, hospitals can protect patient safety and rights, maintain professional standards, and access funding and support to improve services.
Garoua, ville située dans la région du Nord Cameroun, a récemment été couronnée ville la plus propre du pays lors du concours annuel des villes les plus propres. L'annonce a été faite lors de la célébration officielle de la Journée mondiale de l'habitat en présence de Célestine Ketia-Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Parrainée par le FECOM, la ville de Garoua a reçu pour cause une somme d'une valeur de 100 millions de francs CFA en reconnaissance pour ses efforts de maintenir un environnement propre et sain pour ses habitants. Cette distinction met en avant les initiatives prises par la municipalité pour promouvoir la propreté et l'hygiène dans les villes du pays. Konsamba 1er et Ebolova 2e, classés 2e et 3e villes les plus propres, ont également été honorées. Ces différentes villes ont démontré un engagement envers la propreté et ont été récompensées pour leur réalisation. Le concours de la ville la plus propre au Cameroun souligne l'importance de maintenir les villes propres et bien entretenues pour le bien-être des résidents. Ce concours encourage par ailleurs les municipalités à adopter les politiques et les initiatives visant à améliorer les qualités de vie des citoyens en créant un environnement sain et agréable. Classée 2e en 2022 après Bertois, la ville de Garoua qui rappelle les belles avenues des villes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient avec une superficie de 2125 km² pour une population estimée à 555 000 habitants, présente aujourd'hui l'environnement le plus sain du pays. Announced on September 25, 2023 by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, the first edition of the National Extracurricular Sports Games scheduled for September 17 to 22, 2023 in Yaoundé. During the preparatory meeting with his collaborators and partners from various government departments, Mununa Futsu explains that the aim of the National Extracurricular Sports Games, abbreviated JENASECO, Jeux Nationaux des Sports Extrascolaires, is to detect and promote young talents in extracurricular environments. The meeting also provided an opportunity to take stock of preparations for the third edition of the Salon International pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune, CIPROM Jeune, associated with the celebration of the year 4 of the Youth Connect Cameroon program on 9 September, which will soon be extended after the pilot phase. All these events are being held under the patronage of the Prime Minister, Joseph Dion Ngute. National Extracurricular Sports Games are an important way to promote health, community, and personal growth, especially among young people, by providing opportunities for physical activity, teamwork, leadership, and social engagement. These programs can help to build a stronger, more connected, and more resilient society. Au sorti de la 3e session du Comité de politique monétaire CPM de la Banque centrale des États de la CEMAC, tenue le 25 septembre dernier au Cameroun à Douala, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamad Toli, appelle les usagers à plus de vigilance sur la circulation des faux billets de banque de la nouvelle gamme mis en circulation le 15 septembre 2022. Le gouverneur de la BEAC a par ailleurs insisté sur les caractéristiques des billets de la nouvelle gamme. Plusieurs indices de sécurité peuvent permettre aux usagers de détecter rapidement le vrai du faux. La présence des faux billets est fonction de divers facteurs. Mon avis personnellement, je me dis que les faux billets sont là à cause du blanchissement d'argent. Donc les riches personnes qui ont des activités illégales, pour faciliter la monnaie, ils sont obligés de faire ça vu que leur argent n'est pas propre. Donc pour moi, je me dis que les faux billets sont présents parce que des hommes essayent de blanchir l'argent. La cause de la présence des faux billets au marché est due à la non-conformité du gouvernement à régulariser les bons biens. Donc les faux billets, je pense qu'ils ne proviennent pas du Cameroun. Ils sont faits à l'extérieur et introduits dans le pays pour déstabiliser l'économie camerounaise. Dans un communiqué publié le 24 avril 2023, le sous-préfet de l'arrondissement de Pitois dans la région du Nord Cameroun, Joseph Densou, mettait en garde les populations contre la circulation de faux billets de banque de 5 000 francs CFA et de 10 000 francs CFA. Malgré les différentes alertes, la présence des faux billets se multiplie davantage sur le marché.
chose qui constitue un danger ou encore un frein à l'activité économique du pays. À chaque fois que je reçois un faux billet, cela freine gravement mon activité, vu que je me retrouve avec des pertes au niveau de mon bénéfice. Donc mon bénéfice que je devais réaliser en journée, je me retrouve avec moins d'argent, étant donné que j'ai reçu le faux billet. Alors que c'était un bon billet, je ne devais pas avoir de pertes. Mis en circulation le 15 septembre dernier, les nouveaux billets de banque sont dotés de nombreux signes d'identification, soit 9 à 11 au total selon la coupure. La monnaie a revêtu différentes formes au cours de l'histoire. Elle sert d'intermédiaire entre les échanges et a une valeur symbolique, celle des biens et services qu'elle permet d'acquérir. Lors de la cérémonie d'inauguration de nouvelles usines dans le parc industriel de Sinombale, dans l'est de l'Ouganda, le président ougandais Yoweri Museveni interdit la vente de vêtements d'occasion en vue de faire de la place sur le marché des vêtements des articles nouvellement produits dans le pays. I want to thank the investors. Je voudrais remercier les investisseurs qui ont investi dans le textile, parce que maintenant, ils m'ont donné la force de bannir les vêtements de seconde main. Il n'y a personne qui pourrait s'opposer à moi quand il verra les images de ces enfants assis ici, qui ont eu des emplois grâce à l'industrie du textile. Selon lui, ces vêtements proviendraient de personnes décédées en Europe, idée qui remet en cause l'identité culturelle et les valeurs intrinsèques des Ougandais. L'objectif visé par le gouvernement ougandais par cette décision est de donner un souffle nouveau à l'industrie du textile ougandais. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Je pense que c'est une mauvaise décision parce que nous n'avons pas tous les moyens de nous procurer les vêtements neufs. Donc, les pauvres qui n'ont pas ces moyens n'auront plus qu'à marcher nus. L'interdiction d'importer des vêtements d'occasion peut stimuler la croissance et la production de l'industrie du textile national. Seulement, une partie de la population estime que de jeunes travailleurs de l'industrie ougandaise de vêtements d'occasion en souffriraient. Le commerce des vêtements d'occasion occupe une place non négligeable dans plusieurs économies africaines. Il répond aux critères des amoureux de la mode, mais génère également des emplois pour des milliers de personnes travaillant dans la collecte, le tri, la réparation et la vente de ces articles. Rappelons que les décisions du président ougandais sur l'importation des vêtements d'occasion suivent celles du Rwanda et de la Tanzanie. Selon les estimations de l'Agence des États-Unis pour le développement international, le continent africain reçoit globalement plus de 70% des vêtements de seconde main. Au Cameroun, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire a relevé que sur les 10 premiers mois de l'année 2022, les opérateurs économiques ont dépensé 23,6 milliards de francs CFA pour importer les habits de seconde main. Denis Mukwege a annoncé hier, 2 octobre, sa candidature à la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Denis Mukwege est un gynécologue et militant des droits de l'homme. Il est pasteur, chrétien évangéliste pentecôtiste. Sacré prix Nobel de la paix en 2018, il rejoint aujourd'hui la longue liste des opposants qui comptent affronter le 20 décembre prochain Félix Tshisekedi, président au pouvoir en République démocratique du Congo depuis janvier 2019. Une annonce qui intervient après des mois de conjecture sur les intentions du docteur Mukwege. Ma seule motivation est de sauver notre patrie. Ma seule motivation est de redresser notre pays. Ma seule motivation est de relever la dignité de notre peuple. Depuis l'année dernière, ses soutiens dans beaucoup d'intellectuels congolais le poussaient à se lancer dans la bataille politique,
terrain sur lequel il ne s'était pas encore aventuré jusqu'aujourd'hui. Parmi les opposants en liste pour la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo, Martin Fayulu, candidat à l'élection de décembre 2018, qui a confirmé sa candidature samedi dernier. Également le président sortant, Antoine Félix Tshisekedi, officiellement désigné candidat à l'élection présidentielle dimanche dernier par la coalition politique au pouvoir, l'Union sacrée. Hitting with harmful objects, kicking and even insulting the child with rude words may not be the best solution to correct or discipline a child. One of the social utility of psychology is to lead the individuals to show self-control so as not to manifest a violent and aggressive attitude in the face of a situation, also known as emotional intelligence, defined as the ability to perceive, use, understand, manage and handle emotions. L'une des utilités sociales, en plus de ce que je viens de dire de la psychologie, c'est d'amener les individus à faire preuve de maîtrise de soi. Dans les travaux de psychologie, il y a un auteur, Daniel Goleman, qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'intelligence émotionnelle. En réalité, pour parler simplement, l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de vos émotions. Vous savez, tous les individus fonctionnent avec des émotions. Il y a des individus introvertis, il y a des individus extravertis. Mais lorsque vous êtes déjà au contact de l'autre, vous savez, l'individu est très sensible. Il suffit que votre interlocuteur, il suffit que votre congénère se manifeste son attitude envers vous d'une certaine façon et vous aurez tendance à vous énerver. Alors, tout dépend donc maintenant de l'exacerbation de l'énervement. Si vous ne vous maîtrisez pas, si vous n'arrivez pas à vous canaliser, à vous contrôler, vous allez manifester une attitude violente et agressive. C'est un peu ce qui s'est passé. Il est important d'amener les individus à se contrôler. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, une fois que l'individu a conscience de ses élans agressifs, il doit pouvoir maîtriser ses pulsions. Il doit pouvoir se domestiquer. Il doit pouvoir se discipliner. Malheureusement, il n'existe pas une école au sein de laquelle on apprend aux individus à canaliser, à domestiquer leurs pulsions. C'est un travail de sensibilisation qui doit être fait. Et ce travail-là doit être fait par les psychologues. Justement, à travers les tribunes comme celle-ci, où nous avons un peu l'occasion et l'opportunité de nous exprimer, on ne peut que demander, pas seulement aux parents, aux enseignants, aux responsables d'administration, bref, à tous ceux qui détiennent des positions de pouvoir. On ne peut que les sensibiliser en leur demandant d'apprendre à se connaître un tout petit peu, en faisant une forme d'introspection, à savoir que lorsque je suis en face de telle situation, je peux avoir tendance à être agressif. Lorsque je suis en face de telle situation, je peux avoir tendance à ne pas me maîtriser. Une fois qu'on fait ce petit examen intérieur par rapport à soi-même, on peut donc, quand on se retrouve dans des situations identiques, on peut donc se souvenir que, avec l'examen de conscience qu'on a eu à faire, il ne faudrait pas déborder, il faudrait que par rapport à cette situation, on puisse se calmer. Ce n'est que comme ça que l'on peut sensibiliser, pas seulement ce genre de parents, mais également tout individu concerné par des accès de violence. The two important elements as a lesson behind failure include sanction and encouragement set by Professor Germain Migny. Sanction to bring the individual to be conscious, and in case he finds himself in a similar situation ahead, he will be disciplined. And encouragement should be done even when the individual succeeds. It is due to encouragement that he will move forward and perform better. Oui, il y a toujours une leçon. Il y a toujours une leçon derrière un échec. La première leçon, c'est d'abord la prise de conscience. Parce que quand il y a un échec, ça nous amène à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça nous amène à comprendre qu'il y a eu un travers. Ça nous amène à comprendre qu'il y a eu une difficulté. Ça nous amène à comprendre qu'il y a eu un obstacle. Alors, on ne va pas passer la vie à manifester des situations d'échec. Après un ou deux échecs, il est important que l'on puisse rectifier le tir et agir autrement, non plus dans la perspective d'échouer, mais de réussir. Alors, par rapport à cela, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour amener l'individu à prendre conscience. J'ai dit tout à l'heure que on a longtemps parlé des questions de sanctions négatives. Pour amener un individu à comprendre dans une situation d'échec qu'il s'est mal comporté, il faut le sanctionner. Tout dépend donc de la nature de la sanction. De telle sorte qu'en termes de conditionnement, quand il se retrouverait dans une situation plus ou moins identique, qu'il se souvienne de cette sanction-là afin de lui permettre d'éviter le mauvais comportement et de changer. C'est ce qui se passe généralement lorsque, par exemple, un enfant, dans le cadre d'une activité académique, il échoue à un examen.
Le parent peut utiliser plusieurs formes de sanctions. Il peut par exemple décider de ne pas, comme il a l'habitude de le faire, de ne pas l'envoyer en congé. Il peut par exemple décider de le sévrer, de ne pas lui acheter de cadeaux. Il peut par exemple décider de le couper des membres de la famille, c'est-à-dire qu'il reste là, il ne bouge pas. Ça amène donc l'enfant à réaliser que l'échec auquel il est confronté n'est pas facile, n'est pas bien et mériterait d'être régulé. La prochaine fois, il fera donc des efforts pour ne plus échouer, mais plutôt pour réussir. Ça, c'est la première chose. Amener l'individu à prendre conscience à travers la sanction. La deuxième des choses, c'est que même lorsque l'individu réussit, il est important de l'encourager. Parce que c'est l'encouragement qui va lui permettre d'aller de l'avant. C'est l'encouragement qui va lui permettre de se performer davantage. C'est-à-dire que s'il a réussi aujourd'hui avec un score de peut-être 10, la prochaine fois, lorsqu'il est encouragé, il peut réussir avec un score de 15, de 17 ou de 20. Donc, sanction, encouragement, ce sont les éléments importants qu'il est utile et idoine de mettre en place lorsqu'on est confronté à une situation d'échec, dans la perspective d'amener l'individu à réguler et à changer de comportement. Sanction has a punctual and non-permanent value. This is to make the individual realize his mistakes and sensitize him in order to change his behavior. What becomes pejorative, negative, and counterproductive is that the individual is pushed deeply into punishments. Punishment, rather, has an educational value, which is to bring the individual to do better, to behave differently, and to improve. Ce n'est pas parce que l'enfant a échoué que vous allez le sanctionner ad vitam aeternam. La sanction a une valeur ponctuelle et non permanente, en principe, pour amener l'individu à réaliser qu'il se comporte mal et pour le sensibiliser dans l'optique de changer de comportement. Ce qui devient péjoratif, négatif et contre-productif, c'est que l'on enfonce l'individu dans la sanction. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des paroles un peu blessantes, des paroles un peu choquantes que certains parents ou alors certains tuteurs peuvent manifester à l'endroit de leurs enfants. Je conviens avec vous, cette perspective-là n'est pas bonne, elle n'est pas encourageante. Parce que lorsqu'on sanctionne un individu, la sanction a d'abord une valeur éducative. Et l'éducation, c'est amener l'individu à mieux faire. L'éducation, c'est amener l'individu à se comporter autrement. L'éducation, c'est amener l'individu à s'améliorer. Alors, il n'est pas normal que lorsque un individu échoue par rapport à une action, quelle qu'en soit la nature, il soit maintenu dans la sanction de manière permanente parce qu'effectivement, il va intégrer qu'il n'a pas l'aptitude de pouvoir performer, de pouvoir s'améliorer. Donc, la sanction a une valeur éducative et il faut savoir doser. Je prendrai l'image de mettre une main de fer dans un gant de velours. On sanctionne aujourd'hui, mais votre enfant, si vous l'avez sanctionné aujourd'hui, vous n'allez pas le sanctionner demain, vous n'allez pas le sanctionner après-demain. Vous le sanctionnez aujourd'hui et quelques jours après, vous lui rappelez de manière subtile qu'il s'est mal comporté. Alors, ça lui permettra, avec le temps, du fait que vous maniez une main de fer dans un gant de velours, de comprendre qu'il s'est mal comporté. Parce que si le comportement sanctionnant reste permanent, l'enfant va réaliser que quoi que soit ce qu'il fasse, il ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il est maintenu justement dans la pression de la sanction négative. Ce n'est pas ça la visée éducative. Ça, c'est pas bon. Et il y a certains parents qui se comportent comme ça. Et nous souhaitons que les choses changent en fonction de ce genre d'attitude-là, parce que ça n'encourage pas et ça n'amène pas l'enfant à se déployer. Ça ne crée aucune émulation et ça ne peut que contribuer à maintenir l'enfant dans une forme, je dirais même, dans une forme de pathologie qui pourrait contribuer à moyen ou à long terme à en faire un individu inapte sur le plan social. Donc, il faut doser les sanctions et en même temps, il faut savoir maintenir l'enfant dans une forme de relation qui l'amène à comprendre qu'il peut continuer à s'améliorer. Disciplining a child means teaching and bringing him to be responsible, but with an appropriate discipline rather than harsh treatment. A child will learn about the mistakes and take in responsibility for his own actions.